1,9 milliard d'euros. C'est l'argent généré par Boursorama en 2024. Quand on te parle en fait d'éducation financière ou d'indépendance financière, c'est vraiment important, je trouve, de comprendre le fonctionnement d'une banque. Et quoi de mieux maintenant pour comprendre tout ça que d'analyser la banque en ligne numéro 1, Boursorama, qui est devenue maintenant Boursobank. Ce que je te propose dans la vidéo, c'est très simple. Donc on a pris notre économe avec Alfred pour éplucher, ouais, je te préviens, les blagues, ça va toujours être à peu près de ce niveau-là. Donc on a épluché les bilans et les comptes financiers de Boursorama parce que je trouve ça intéressant de savoir comment est-ce que fonctionne une banque, savoir où est-ce qu'elle gagne de l'argent, parce que finalement, si elle en gagne, c'est peut-être parce que c'est toi qui en perds. Et ça, Alfred, il n'aime pas du tout. Il communique beaucoup sur le fait que c'est la banque la moins chère, ils font même beaucoup d'offres de parrainage, donc en fait, ils vont te payer, te rémunérer pour être client chez eux. Donc comment est-ce qu'ils arrivent à gagner de l'argent finalement? Comme la plupart des banques et de façon assez surprenante en fait. Donc cette vidéo, c'est pas un simple avis Boursorama comme tu peux en trouver sur internet. On a utilisé avec Alfred le cas pratique de Boursorama pour savoir derrière les coulisses comment fonctionne une banque. Et quand tu regardes comment a super bien performé l'indice des valeurs bancaires en Europe, tu te dis qu'il y a forcément 2-3 choses positives qui portent un peu tout le marché. Et donc c'est justement ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et comprendre le fonctionnement d'une banque, ça va t'aider à reprendre la main sur tes finances personnelles. Ça va aussi t'éviter de perdre de l'argent complètement bêtement parce qu'on va analyser les 3 principaux centres de profit de Boursorama. Alors, si tu es sur le chemin de l'indépendance financière, tu sais qu'un des bâtons sur ce chemin-là, ça va être les frais. Et petit spoil, dans cette vidéo, les banques se font un énorme bénéfice sur ton dos et tu ne le vois même pas. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, donc tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Alors ça peut te paraître peut-être un peu bizarre d'analyser une banque, parce que c'est vrai que c'est pas une entreprise comme les autres, mais pour ton information, il y a des banques qui sont non cotées. Donc la plupart du temps, c'est des banques mutualistes, donc tu peux avoir des banques locales, régionales ou même nationales, donc comme par exemple le CIC, Crédit Mutuel. Mais c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des bilans. Et en fait, pour les entreprises qui sont cotées, il y a une obligation de publier des bilans. Donc du coup, on va plutôt aller sur des banques qui sont cotées. Ah, parce que tu as des actions Boursorama? Ah bah là, tu m'apprends quelque chose, Gabriel, parce que je les ai pas du tout vues. Alors non, t'as pas besoin de chercher, Boursorama, c'est pas coté, mais en fait, c'est une filiale de la Société Générale qui est cotée. Alors, comment te dire? Quand tu vois en fait la cartographie de la Société Générale, ça fait un peu soleil ou étoile de la mort si t'as la ref. Donc, pour que ce soit un peu plus ludique, on va plutôt analyser Boursorama. Alors, ça y est, je t'ai fait rentrer dans les coulisses de Boursorama. Alors, pour rappel, il y a 2 types de documents comptables. Le premier, le bilan, ça va être en fait une photo du patrimoine de Boursorama à une date précise, la date d'arrêté comptable. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce que Boursorama arrive à gagner de l'argent. Alors l'unité, c'est des cas euros, donc 1000 euros. Du coup, là, quand tu vois 1 million, en fait, c'est des milliards. Donc la décomposition du résultat de Boursorama et donc la ligne qui, je dirais, est la plus profitable pour Boursorama d'assez loin, c'est intérêts et produits assimilés. Alors ça, le plus simple à comprendre, c'est quand Boursorama te fait un crédit, du coup tu vas devoir lui payer des intérêts parce que le crédit c'est pas gratuit. Enfin si, ça peut être gratuit, ça peut même te rapporter de l'argent si t'es un peu malin, mais pour ça je vais te le dire en fin de vidéo. Alors oui, après quand il y a un crédit, que ce soit un client particulier, une entreprise, un projet immobilier, un besoin de trésorerie, le client va verser des intérêts à Boursorama. Mais en fait, là où une banque gagne vraiment de l'argent, c'est ici. C'est ce qu'on appelle la marge nette d'intermédiation. Alors c'est assez volatile, je vais t'expliquer ça, tu vas voir, c'est assez facile à comprendre. En fait, ça va être la différence entre les intérêts que reçoit la banque et les intérêts que va devoir verser la banque. Attends, j'ai pas compris, c'est exactement ce que tu m'as dit tout à l'heure avec les crédits, non? Alors en fait, pas tout à fait. Regarde, toi par exemple, quand tu vas laisser 1000 euros sur ton compte courant, la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prêter tes 1000 euros à ton voisin ou à une entreprise pour acheter un entrepôt, alors du coup un petit entrepôt, mais multiplié par le nombre de clients, toutes les liquidités qu'il peut avoir par exemple sur un compte courant, ça c'est des ressources qui sont complètement gratuites pour la banque, donc toi ça ne te rapporte rien, mais finalement pour la banque, ces liquidités-là qui ne lui coûtent rien, elle va pouvoir les prêter et du coup ça va générer des intérêts. Donc en fait la banque va gagner de l'argent avec ton argent sans te verser un centime, sachant même que tu en perds en fait à cause de l'inflation. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Alfred? Ouais, tu dis que c'est normal parce que tu n'avais qu'à placer ton argent.
Ouais, c'est pas faux. Donc en fait, la marge nette d'intermédiation, ça va être toutes les liquidités que possède la banque. Donc ça peut être effectivement du compte courant, des livrets bancaires diverses et variés. Et tout ça, en fait, c'est de l'argent que tu prêtes à la banque parce que c'est ton propre argent, mais tu l'as confié à la banque. Donc cet argent-là, et ben, ce que va faire la banque, c'est qu'elle va le prêter. Elle va se le faire rémunérer soit en prêtant du coup à un autre client, ou ça peut même être à une autre banque. Alors, tu as différents taux, je vais pas y revenir. Mais pour ton information, tu as par exemple l'Ester, donc c'est le euro ster, ça se dit Ester. Et donc l'Ester, c'est un taux interbancaire où finalement ça va être un taux de référence de prêt entre les banques. Et après, si on continue un peu la discussion sur la création de monnaie, et ben finalement, la banque, quand elle va faire un crédit, elle va créer de la monnaie parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir 100 euros en dépôt sur son bilan pour te prêter 100 euros parce que sinon, l'économie irait pas forcément très loin. Et si tu regardes le bilan de Boursorama, tu regardes au niveau du bilan ses capitaux propres, donc c'est ce que possède vraiment la banque, là tu vois qu'elle a à peu près 1 milliard. Bon, sachant que ça a pas mal augmenté entre 2023 et 2024, mais elle a à peu près 1 milliard. Et donc, quand tu regardes à l'actif les créances qu'elle a, donc ça veut dire l'argent qu'elle a prêté à des clients qui doivent la rembourser, donc tu as 33 milliards d'euros qu'elle a prêté à d'autres établissements de crédit, donc à d'autres banques, et elle a prêté 13 milliards à des clients. Donc tu vois, heureusement qu'elle ne s'est pas limitée à 1 milliard, sinon tu n'aurais pas forcément pu t'acheter ta belle voiture. Non, non, je rigole. Tu sais très bien qu'il ne faut pas faire de crédit pour t'acheter deux voitures, il faut faire un crédit pour s'acheter un actif qui va s'apprécier dans le temps. Alors après, pour pas que les banques prennent trop de risques non plus, par rapport notamment à la crise de 2008, il y a des ratios qu'on appelle des ratios prudentiels. Alors là, on s'éloigne un tout petit peu de l'indépendance financière, mais c'est plus de la culture G, parce que comme le dit le site, tu peux maîtriser ton jargon. Alors ça, c'est une newsletter, mais on n'est pas du tout intéressé, donc on va s'empresser de quitter. Hop là, c'est parti. Donc du coup, l'important, c'est de maîtriser un peu son jargon financier quand tu as des dîners mondains. Et donc en fait, pour ton information, tu as le comité de Bâle qui a déterminé en fait des ratios prudentiels pour pas que les banques fassent ce que je te disais n'importe quoi, c'est-à-dire qu'elles prêtent trop d'argent par rapport à leurs fonds propres. Et ce qui est très important pour les banques, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elles se portent très bien en bourse récemment, c'est au niveau de la courbe des taux. Parce qu'en fait, une banque va récolter ses dépôts et va emprunter à court terme pour pouvoir prêter cet argent-là sur du long terme. Toi, par exemple, quand tu achètes un bien immobilier, tu vas emprunter sur 20 ans, 30 ans. Et donc forcément, la banque va se rémunérer sur des taux longs, alors que son coût de financement, c'est sur des taux courts. Donc plus tu as une courbe des taux qui est pentue, donc ça veut dire que tu as un écart très important entre les taux longs et les taux bas, et plus du coup elle va avoir une marge nette d'intermédiation élevée. Après ça, c'est assez volatile parce que du coup pendant plusieurs années, quand tu avais les courbes des taux négatifs à cause des taux de la BCE, du coup justement cette marge nette d'intermédiation, c'était pas du tout favorable aux banques. Mais là, ça s'est bien retourné puisque il y a une hausse des taux qui était assez marquée. Et donc du coup, ça a permis de recharger sur des niveaux de taux de crédit assez élevés les banques. Et donc en fait, le but du jeu pour une banque, ça va être de récolter le plus de dépôts possible, parce que si elle en a pas assez, elle va devoir les emprunter à une autre banque ou à la Banque Centrale Européenne, et donc forcément, ça va rogner ses marges. Ah, c'est pour ça que des fois, je vois des offres livret boosté à 3, 4, 5% sur 3 mois. Ouais, tout à fait. Et ce que dit un peu ces politiques commerciales qui sont quand même relativement agressives, c'est que ces établissements-là ont vraiment besoin de dépôts, donc elles sont prêtes à rémunérer, voire surrémunérer ces dépôts-là pour attirer et combler justement le déficit dans leur bilan. Donc elles jouent aussi sur l'effet volume. Donc ce qu'il faut retenir de cette première partie, quand tu as des liquidités sur ton compte courant, tu les places sur ton livret A, ton LDD, en assurance vie, PEA, enfin ce que tu en veux, en fonction bien sûr de tes projets, mais il faut vraiment que tu limites le solde de ton compte courant au strict minimum. Donc là, on a vu la première partie, maintenant on va passer aux commissions. Alors les commissions, ça va être des frais que va facturer la banque sur certaines opérations qu'elle fait. Alors la structuration des clients de Boursorama, je pense que tu la connais, c'est essentiellement des clients particuliers. Et d'ailleurs, ça se voit bien au niveau du bilan. Tu vois dans les crédits qu'elle va octroyer à ses clients, tu as une très grande majorité, c'est des crédits à l'habitat, donc c'est tout simplement des prêts immobiliers. Et les crédits de trésorerie, c'est 2 milliards. Donc c'est beaucoup moins. Ça peut être des crédits qu'elle fait à des entreprises ou des crédits, je dirais, liés à la consommation, je pense. Je pense que ça peut être assimilé là-dessus.
Et donc forcément, en majorité, comme elle a des clients particuliers, elle va avoir en majorité des commissions liées à cette typologie de clientèle. Ok, mais du coup, c'est quoi les commissions? Donc en fait, les commissions, tu vois, ça rapporte que, entre guillemets, 385 millions. Donc bon, c'est pas mal, mais on est très loin de cette fameuse marge nette d'intermédiation qui est la principale source de profit de Boursorama. Alors les commissions, en fait, ça va être tous les services que va te facturer ta banque. Ça peut être par exemple les tarifs liés à une carte bancaire, des frais de tenue de compte. C'est aussi lié à des comptes débiteurs. En fait, la banque va te facturer différents services, notamment la mauvaise gestion de ton budget. Parce que si tu es à découvert, rappelle-toi, le principe premier de l'indépendance financière, c'est de bien gérer son budget et donc forcément de ne pas être à découvert. Parce que qui dit, tu vois, j'arrive même pas à le dire tellement ça nous irrite avec Alfred, qui dit à découvert dit facturation de frais. Après le bilan de Boursorama, il y a finalement assez peu de clients à risque. Tu vois ici les comptes ordinaires débiteurs, donc c'est les comptes courants qui sont débiteurs, c'est uniquement 78 millions d'euros, ce qui finalement est assez faible par rapport au bilan de Boursorama. Mais néanmoins, sur ces 78 millions d'euros de comptes débiteurs, et ben du coup, il va avoir pas mal de facturation de frais. Alors après, tu as des frais divers et variés, tu as les frais d'agio, les frais de commission d'intervention, les taux d'intérêt débiteurs. Après, Boursorama est plutôt sympa parce que on est, rappelle-toi, sur la banque en ligne la moins chère. Donc, il y a pas mal de frais qui sont éliminés, mais il y en a quand même. Et c'est d'ailleurs complètement normal, hein, parce que si tu es à découvert, ça veut dire que tu es un client à risque pour la banque. Il peut avoir un risque de défaut, et donc forcément, comme tu es à risque, elle va devoir se couvrir, voire même emprunter du coup ses liquidités à un autre établissement. Donc ça, typiquement, ça a un coût pour la banque, et donc elle va te le refacturer. Donc là, tu vois, comme je te le disais, donc Boursorama est sympa parce que par exemple, tu n'as pas de commission d'intervention. Donc ça, c'est à chaque fois qu'il y a une opération en débit. Bon, là, du coup, c'est gratuit. Mais néanmoins, si tu es débiteur, tu vas avoir forcément un taux d'intérêt. Donc là, ça dépend si tu as un taux d'intérêt, enfin, si tu es débiteur dans ton autorisation de découvert, où là, tu as un taux à 7%. Donc tu vois, ça pique. Hein. Ouais, Alfred, ça picote. Et encore, parce que là, on est dans l'autorisation de découvert. Si tu es en dehors de ton autorisation de découvert, et bah là, du coup, tu passes de 7% à 16%. Alors, si on revient au compte de résultat de Boursorama, donc Boursorama, comme on l'a vu, c'est une banque pour des clients particuliers, c'est pas une banque d'investissement. Hein. Donc, du coup, ils ont assez peu voire quasiment pas de gains ou pertes sur des portefeuilles de placement avec les paris qu'ils peuvent faire, par exemple, sur la bourse. Les commissions, comme on l'a vu, c'est finalement assez faible. Néanmoins, Boursorama est en train de faire un changement qui est relativement important sur sa clientèle. Alors rappelle-toi, Boursorama, ils font vraiment la publicité sur le fait que c'est la banque en ligne la moins chère du marché. Donc ils attirent une clientèle qui, je dirais, n'a pas forcément besoin d'un conseiller, qui est assez autonome et donc du coup qui souhaite avoir des frais minorés et donc qui joue vraiment sur un effet volume pour avoir beaucoup de clients, beaucoup d'encours pour justement augmenter leur marge nette d'intermédiation comme j'ai pu te le dire auparavant. Et en fait, ce qui est en train de se passer tout simplement, c'est qu'ils changent un petit peu de braquet parce que là, ce qu'ils veulent attirer maintenant, c'est des clients fortunés, les clients des banques privées, donc qui ont une certaine envergure au niveau de leurs avoirs financiers, qui sont assez solides sur leurs appuis. Et du coup, moyennant 29 euros par mois de cotisation, donc ça typiquement, ça va augmenter leur ligne commission dans leur compte de résultat. Ils veulent attirer justement ces clients-là qui sont fortunés avec beaucoup d'avoirs financiers pour leur dérouler une offre qui est exclusive et qui leur est réservée. Donc tu as par exemple des comptes à terme où là visiblement tu as un taux qui rémunère un petit peu plus que la clientèle classique. Tu as des offres de crédit, alors ça je vais en reparler en fin de vidéo, des produits structurés sur mesure, une assurance vie luxembourgeoise, bref, une offre réservée à une clientèle riche. Allez, on se fait une petite interro à mi-étape. La première idée que tu as retenue, c'est ne pas laisser mes liquidités sur mon compte courant. Et c'est parfait. Et là, ce qu'on a vu finalement, c'est la gestion de ton budget parce qu'en gérant bien ton budget, tu vas limiter les frais. Et les frais, rappelle-toi, c'est vraiment un frein pour ton indépendance financière. Que ce soit ta banque, que ce soit ton courtier, elle ne peut pas être bonne partout. Il y a forcément des avantages et une offre qu'elle fait mieux que les autres.
Par exemple, Alfred, je lui demande de me chercher des champignons, il est au top. Par contre, si je lui demande de me résoudre une équation à 3 inconnus, là, il y a plus grand monde, hein. Donc, il va vraiment falloir que tu utilises des spécificités, enfin les avantages qu'a ta banque. Alors, on va s'éloigner un tout petit peu de Boursorama, mais en fait, pas tant que ça, parce que tu peux être géré par un conseiller indépendant, être géré par ta banque ou gérer toi-même tes affaires, et notamment chez Boursorama, parce que tu es assez indépendant. Et forcément, tu vas avoir différents niveaux de conseils qui peuvent orienter une solution qui n'est pas forcément au mieux de tes intérêts. Ça peut être le cas par exemple si tu as des fonds qui sont gérés activement et qui sont très chargés au niveau des frais. Parce qu'en fait, tu peux avoir des fonds actions gérés activement. Donc, qui dit ça dit forcément frais de gestion plus élevés qu'un ETF. Là, tu vois, par exemple, sur celui-là, tu es à 2,05 de frais de gestion par an, ce qui est quand même très important. Donc, tu peux dire que le fonds, avec ces frais-là, doit plutôt bien performer. Mais en fait, pas du tout. Il est noté 2 sur 5 sur Morningstar. Donc, Morningstar, ça va être un organisme indépendant qui va noter les différentes performances des fonds par rapport à leur indice. Ça va être sur 5 étoiles. Plus tu as d'étoiles, et ben mieux c'est, comme à Las Vegas. Et là, du coup, celui-là, je crois qu'il a 1 ou 2 étoiles. Et tu vois qu'en fait, il performe pas du tout. Alors après, les fonds actifs, c'est pas forcément complètement négatif tout le temps, même si tu as des frais. Le tout, c'est d'avoir un Alfred pour bien te trouver la pépite. Alors donc pour cette première partie qui était un peu longuette, hein, mais Alfred, quand il est lancé sur la finance, c'est une vraie pipelette. Alors on a vu du coup comment est-ce qu'une banque gratuite finalement te coûtait de l'argent, que ce soit en termes de frais ou en coût d'opportunité, en termes de rémunération en moins, parce que du coup elle ne rémunère pas tes liquidités sur ton compte courant. Donc on va regarder maintenant dans cette partie comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser la banque à ton avantage. Alors je t'ai fait une grosse vidéo là-dessus, mais en fait l'idée c'est vraiment de profiter à fond de l'effet de levier du crédit. Alors il y a 3 règles principales. Donc en fait ça va être d'acheter un actif qui va s'apprécier dans le temps. Donc oublie tout ce qui est voiture, tout ce qui est frigo, télé, tout ça. On ne veut pas de crédit avec Alfred, hein. De toute façon Alfred il se déplace à vélo. Nous, ce qu'on veut, c'est un actif qui s'apprécie. Donc, ça peut être de l'immobilier, ça peut être aussi des actions. Mais attention, deuxième règle, il faut bien sûr que tu sois en capacité de rembourser. Et la troisième des choses, l'une des choses, peut-être même la plus importante, c'est tout simplement que l'actif que tu vas acheter te rapporte plus que le coût du crédit. Déduction faite de tous les frais, de la fiscalité, etc. Et si en fait tu arrives, c'est plutôt logique, à t'endetter à un coût par exemple à 2%, si en face tu arrives à t'acheter un actif qui te rémunère net de tout 4, 5, 6%, et bah du coup, le crédit, ça va être un vrai accélérateur de richesse. Alors, on a vu les différentes méthodes de rémunération de Boursorama. On a vu comment est-ce que tu pouvais utiliser Boursorama pour t'enrichir. Mais d'ailleurs, combien est-ce que gagne Boursorama? Et ça, c'est une vraie question importante parce qu'en 2023, Boursorama a gagné 35 millions. Donc, c'était assez nouveau pour cette banque en ligne. Et en 2024, elle a réussi à gagner 53 millions d'euros. Donc ça, c'est sûr que c'est beaucoup moins que d'autres banques, mais c'est vraiment un exploit par rapport à d'autres banques en ligne. Parce qu'en général, les banques en ligne souffrent vraiment de ce modèle-là, de surrémunérer d'une certaine manière les dépôts, d'avoir, je dirais, des offres parrainage, donc même de capter des clients, mais à un coût très élevé, même si elles ont assez peu de frais de personnel et pas d'agence. Et ben en fait, tout ça, ça a un coût, ou c'est une rémunération en moins. Et la plupart du temps, en fait, ça va être la maison mère, donc ta Société Générale pour Boursorama, tu as le Crédit Agricole pour Before Bank, et en fait, elles doivent recapitaliser, régénérer des liquidités à leurs filiales, à leurs banques en ligne qui sont déficitaires, parce que sinon, c'est la faillite. Alors tu crois que je suis alarmiste? En fait, pas du tout, hein, parce que tu as plein d'exemples où tu as des faillites de banques, de clôture, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver leur modèle, et en fait elles sont complètement déficitaires. Et tu as par exemple Orange Bank qui a fermé, Ma French Bank qui a fermé aussi, HSBC qui a été racheté par un fonds américain. Alors je ne sais pas pourquoi il y a le petit sapin, Noël c'est pas tout de suite, hein, mais ça va arriver bientôt. Mais voilà, en fait, tu as plein d'exemples pour
tout ça. Et donc moi, enfin en tout cas c'est mon avis personnel, je préfère placer mes liquidités, mes dépôts dans une banque qui gagne de l'argent parce que je trouve ça beaucoup plus sûr en fait. Et en fait, si tu prends un peu de recul, une banque, comme je te l'ai dit, c'est un peu comme une entreprise. Toi, tu vas investir dans une entreprise si elle arrive à gagner de l'argent. Et ben une banque, moi, enfin en tout cas c'est mon avis personnel, je confie alors je la donne pas, hein, oui Alfred, tu as raison de me corriger, tu confies ton épargne à une banque, mais une banque qui gagne de l'argent. Et en fait, pour moi, c'est la manière la plus sécurisée, je dirais, de protéger tes avoirs. Allez, on se fait un petit résumé pour le mindset investisseur. Ok, ça va, comme ça je te martèle un peu le cerveau. La première des règles, c'est bien sûr ne rien laisser sur son compte courant, juste le strict minimum, sinon tu places tout. La deuxième des règles, c'est bien sûr gérer son budget, ne pas payer trop de commissions, trop de frais. Tout ça, je t'ai fait des vidéos pour t'aider à choisir le meilleur courtier. On verra si je te sors une autre vidéo pour t'aider à choisir la meilleure banque en fonction des offres classiques. La troisième chose très importante, ça va être de bien placer tes fonds, mais aussi de comprendre qu'en fait la banque c'est vraiment un allié sur le chemin de l'indépendance financière, notamment avec l'effet du crédit. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.